Il y a une catégorie de gens qui ne parlent jamais de leur méthode. Pas par arrogance, par sécurité. Ce sont ceux qui ont compris que l'argent n'est pas une récompense, mais une arme de positionnement. Ils savent comment acheter du temps, comment neutraliser l'urgence, comment se rendre non négociable. Et ils évitent les conseils publics, parce que plus une stratégie devient populaire, plus elle devient inutile. Ce que tu vas entendre ici ressemble à une transmission privée, parce que c'en est une. Un ensemble de 32 lois construites pour une seule chose, te sortir du couloir dans lequel la majorité passe sa vie à courir. Si tu t'attendais à des astuces, tu t'es trompé d'endroit. Ici, on parle de structure, de règles, de décisions froides qui te libèrent. Pas demain, pas un jour. Progressivement, mais réellement. Et si tu es encore là, c'est probablement parce que tu as déjà compris qu'on ne devient pas indépendant en travaillant plus, mais en devenant moins dépendant. Ce guide va t'apprendre à faire exactement ça, alors sois attentif. Si tu écoutes attentivement, que tu prends des notes et appliques 1% par jour, tu n'auras plus jamais besoin de livres sur la finance. Chapitre 1. Le pacte invisible. La première fois que j'ai compris que j'étais pauvre, je venais d'être payé. Pas pauvre au sens du compte, pauvre au sens du pouvoir. J'avais de l'argent qui entrait, et pourtant ma vie restait sous contrôle extérieur. Je pouvais être pressé par un délai, coincé par un imprévu, rendu docile par une fatigue. Ce jour-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais voulu regarder en face. Une seule variable décidait de tout. Je te la donne maintenant, mais tu vas la reconnaître avant même que je la finisse. Loi 1. Ta marge est ton pouvoir. Tu peux être intelligent, cultivé, ambitieux, même courageux, et rester vulnérable si tu n'as pas de marge. La marge, ce n'est pas un luxe, c'est la distance entre toi et la panique. C'est ce qui empêche l'urgence de dicter tes choix. Sans marge, tu deviens négociable, ton temps devient bradable, ta dignité devient un poste de dépense. Tu acceptes des conditions que tu n'accepterais jamais si tu avais un coussin, ne serait-ce que quelques mois de respiration. Et le monde le sent, il n'a pas besoin de te haïr pour t'utiliser. Il lui suffit de comprendre que tu ne peux pas attendre. L'absence de marge transforme la vie ensuite de micro-pression. Répondre vite, accepter vite, céder vite, acheter vite, parce que ton cerveau cherche du soulagement. Tu crois que tu cherches de l'argent, en réalité tu cherches de l'air. Et tant que tu cherches de l'air, on peut te vendre n'importe quoi. Une fausse opportunité, un statut, une promesse, un confort immédiat. Tu n'es pas faible, tu es compressé. Et un esprit compressé ne pense pas bien. Il réagit, il justifie, il confond mouvement et progrès. La marge a un autre effet, plus discret. Elle t'autorise à réfléchir lentement. Les décisions lentes sont presque toujours supérieures aux décisions pressées, surtout en finance. La plupart des erreurs financières ne viennent pas d'un manque d'information, elles viennent d'un manque de calme. Acheter quand on se sent vide, vendre quand on se sent menacé, s'associer quand on se sent seul, accepter une mission quand on se sent en danger. La marge coupe ce cycle, elle te rend moins manipulable par tes propres émotions. Je te raconte une histoire sabre. Un garçon brillant, pas paresseux, pas stupide. Il gagne correctement, mais chaque mois, il termine à zéro. Il ne comprend pas. Il se dit que c'est le coût de la vie. En réalité, c'est le coût de son image. Il dépense pour ne pas se sentir en dessous. Il appelle ça profiter. Puis un jour, son revenu baisse. Pas de beaucoup, juste assez pour fissurer l'illusion. En 15 jours, il devient une autre personne. Il accepte des conditions humiliantes. Il retourne vers des gens qu'il disait mépriser. Il s'excuse trop. Il s'énerve pour rien. Il ne dort plus. Ce n'est pas l'argent qui l'a détruit. C'est l'absence de marge qui a exposé sa dépendance. Quand ta marge est nulle, tu n'as pas seulement un problème financier. Tu as un problème d'identité. Tu n'es plus celui que tu crois être. Tu deviens celui que la pression exige. C'est pour ça que la marge est une loi d'indépendance. Pas parce qu'elle rapporte, parce qu'elle te protège de toi-même quand tu es acculé. Et si tu veux être lucide, tu dois reconnaître le vrai ennemi. Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'obligation. L'obligation te pousse à rester dans un endroit médiocre, à dire oui pour respirer, à négocier ta santé contre un mois de tranquillité, à choisir le court terme en sachant que tu vas le payer. L'obligation, c'est la vraie chaîne. La marge est la première clé. Alors, comment on construit cette marge sans romantiser? D'abord, on cesse de la confondre avec être riche. La marge, au début, c'est juste un espace minimal qui te rend moins pressable. 2. On arrête de la construire avec de l'espoir. On la construit avec une règle claire. Avant d'investir, avant de diversifier, avant de chercher des rendements, tu crées un plancher. Un plancher qui n'a pas d'ego. Un plancher qui ne sert pas à briller. Un plancher qui sert à survivre sans te vendre. Beaucoup veulent des gains avant de vouloir un plancher. C'est l'ordre inverse qui crée la liberté. Troisièmement, on comprend que la marge n'est pas seulement de l'argent de côté. C'est aussi une réduction volontaire de ton coût de stabilité. Si ton style de vie coûte trop cher, tu ne construis pas une marge, tu construis une prison. Et souvent, ce coût élevé n'est pas une nécessité, c'est une compensation. C'est une tentative de se sentir arrivé avant de l'être vraiment. Là, le silence devient nécessaire, parce que tu sais déjà où ça te concerne. Il y a une dépense, ou une habitude, ou une manière de vivre qui est moins une joie qu'une preuve. Une preuve que tu veux donner aux autres, ou à toi-même. Elle te coûte plus qu'elle ne te nourrit. Et tant que tu ne la vois pas, tu restes fragile. Je ne vais pas te demander de tout couper. Je vais te demander de voir.
voir précisément combien te coûte ta stabilité. Pas ton prestige, ta stabilité. Si tu ne peux pas répondre, tu navigues à l'aveugle. Et l'aveugle finit toujours par payer plus cher, parce qu'il compense avec la peur. Une question, rare, et elle peut rester sans réponse. Si demain, pendant 3 mois, ton revenu s'arrête, qu'est-ce qui s'effondre en premier? Ton confort ou ton image? Le plus souvent, c'est l'image. Et c'est ça, la vulnérabilité. Ce chapitre ne se termine pas, il s'interrompt parce que la marge ne se comprend pas dans la théorie. Elle se comprend quand tu vois, d'un coup, tout ce que l'absence de marge t'a forcé à accepter jusque-là. Et quand tu vois ça, quelque chose change, calmement, mais irréversiblement. Quand tu commences à construire de la marge, tu découvres une vérité embarrassante. Ce n'est pas difficile techniquement, c'est difficile psychologiquement. Parce que tu dois renoncer à des petites sensations qui te rassurent. Tu dois accepter d'être moins visible. Tu dois accepter de ne pas te récompenser comme avant. Tu dois accepter une forme de lenteur. Et cette lenteur, au début, ressemble à une perte. En réalité, c'est une reprise de contrôle. C'est là que la deuxième loi entre en jeu, et elle fait mal aux gens intelligents, parce qu'elle vise leurs points faibles, leur capacité à justifier n'importe quelle dépense par un discours élégant. Loi 2. Sépare ton argent en territoires, sinon ton ego le mélangera. Tant que ton argent est un seul bloc, ton cerveau le traite comme une émotion. Il pioche selon l'humeur, la fatigue, la comparaison, l'envie. Il appelle ça flexibilité. En réalité, c'est de l'instabilité. Séparer ton argent, ce n'est pas de la comptabilité. C'est une séparation de fonctions, donc une séparation de réflexes. Tu crées un territoire pour la stabilité, un territoire pour la réserve, un territoire pour la construction. La stabilité, c'est ton plancher. Elle doit être sobre, claire, calculable. La réserve, c'est ton bouclier. Elle doit être sacrée, invisible, intouchable, même quand tu te sens méritant. La construction, c'est ton futur. C'est là que tu prends des risques intelligents. Compétences, projets, actifs, systèmes. Si tu mélanges ces 3 territoires, tu commets la même erreur que la majorité. Tu finances ton présent avec ton futur, puis tu appelles ça vivre. Le piège, c'est que tu peux être discipliné et quand même te tromper de territoire. Tu peux investir sans un plancher et appeler ça ambition. Tu peux construire une réserve, puis la dépenser pour une récompense et appeler ça équilibre. Tu peux augmenter ton niveau de vie dès que tu gagnes plus et appeler ça progression. La séparation des territoires coupe ces sophismes. Elle t'oblige à respecter une hiérarchie. D'abord stabilité, ensuite bouclier, ensuite construction. Et si tu inverses, tu peux gagner de l'argent et rester fragile. Tu peux même gagner beaucoup et devenir encore plus fragile, parce que ton niveau de vie monte avec ton stress. Je te raconte une histoire de bureau. Un homme gagne très bien. Tout le monde pense qu'il est libre. En réalité, il est sous contrat avec son style de vie. Il a une voiture qu'il ne peut pas perdre, un appartement qu'il doit remplir, une image qu'il doit entretenir. Chaque mois, il recommence à zéro. Il est riche en symboles, pauvre en choix. Un jour, on lui propose une opportunité intéressante, moins payée pendant 1 an, mais structurante ensuite. Il refuse, parce qu'il ne peut pas baisser son revenu. Il ne l'avoue pas, il dit que ce n'est pas aligné. La vérité est plus simple, il n'a pas de territoire, tout est mélangé. Son argent sert à maintenir un théâtre, alors il ne peut pas bouger. 2 ans plus tard, un collègue plus discret qui gagnait moins accepte une opportunité similaire, parce qu'il avait une réserve, parce qu'il avait une stabilité basse, parce qu'il avait construit une marge. Et là, tu comprends ce que la plupart ne veulent pas entendre. L'indépendance n'est pas un niveau de revenu, c'est une capacité de mouvement. Ceux qui peuvent bouger gagnent, ceux qui ne peuvent pas bouger finissent par être déplacés. Cette loi touche aussi tes relations. Quand ton argent est mélangé, tu choisis tes fréquentations en fonction de ton image. Tu sors pour ne pas être celui qui refuse. Tu dépenses pour ne pas être celui qui compte. Tu offres pour ne pas être celui qui n'est pas à la hauteur. Tu t'achètes une place dans des environnements qui ne te respectent pas vraiment. Et tu appelles ça sociabilité. Une personne indépendante, elle, choisit son entourage comme elle choisit ses investissements, en fonction de ce que ça construit, pas de ce que ça montre. Elle paie pour ce qui augmente sa puissance intérieure, pas pour ce qui augmente l'opinion des autres. Cette distinction paraît froide, mais elle est libératrice, parce que l'ego est une fuite financière. Chaque fois que tu dépenses pour calmer une insécurité, tu renforces cette insécurité. Tu lui apprends qu'elle a un bouton, dépenser. Et plus tu appuies, plus elle réclame. Séparer les territoires, c'est enlever ce bouton. C'est dire, la stabilité ne se négocie pas, la réserve ne se touche pas, la construction se mérite. Et tu vas sentir une résistance interne. Ton ancien toi va argumenter. Il va te dire que tu mérites, que tu as travaillé, que tu peux bien, que la vie est courte. Tout ça peut être vrai, et pourtant toxique si c'est utilisé pour mélanger les territoires. Je ne te demande pas de devenir ascétique, je te demande de devenir précis. Précis sur ce qui nourrit ta vie et précis sur ce qui nourrit ton ego. Il y a une dépense qui nourrit ta paix et une dépense qui nourrit ton image. La première te libère, la seconde te tient. Et l'intelligence financière en 2026, c'est d'apprendre à reconnaître la différence en temps réel. Une question, et elle est volontairement inconfortable, est-ce que si personne ne le voyait, tu ferais la même dépense?
Si la réponse est non, tu es probablement en train de payer un impôt invisible, l'impôt du regard. Le chapitre s'arrête ici, sans conclure, parce que la séparation des territoires te force à te regarder, pas à te juger, à te regarder. Et ce regard change ta manière de décider. Si tu veux un geste discret, prends 1 heure, pas plus, et sépare tes 3 territoires, même grossièrement. Mets des frontières, et pendant 1 semaine, touche à tout, sauf à la réserve. Tu vas découvrir quelque chose de simple, quand tu crées des frontières, ton esprit se calme. Pas parce que tu as plus d'argent, parce que tu as plus de structure. Et la structure, c'est la première forme de liberté. Chapitre 2. L'inflation silencieuse. Tu vas gagner plus. Peut-être bientôt, peut-être plus tard. Et quand ça arrivera, tu croiras que le problème est réglé. Tu respireras un peu, tu te permettras quelque chose, puis une deuxième chose, puis tu ajusteras ton niveau de vie logiquement parce que tu l'auras mérité. Et sans t'en rendre compte, tu refermeras la cage avec tes propres mains. Ce n'est pas une hypothèse, c'est le scénario le plus fréquent chez les ambitieux intelligents. Ils ne restent pas pauvres parce qu'ils manquent d'opportunités. Ils restent dépendants parce qu'ils laissent leurs besoins de confort acheter leur futur. Le piège ne ressemble pas à un piège. Il ressemble à une amélioration. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Je vais te laisser une boucle ouverte dès maintenant. Le vrai moment où ta liberté se joue n'est pas quand tu gagnes plus, mais quand tu décides ce que tu refuses d'augmenter. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable pour comprendre ça. Tu as juste besoin d'être lucide sur la mécanique. Quand tes revenus montent, ton cerveau cherche une preuve immédiate que l'effort a servi. Il veut une signe visible, une récompense, un symbole. Et dans une société qui confond valeur et apparence, ces symboles ont un catalogue infini. Le problème, c'est que ton salaire augmente par palier, mais ton style de vie, lui, s'installe comme une norme. Une fois que tu t'y habitues, tu ne reviens pas en arrière facilement. Tu peux, mais tu auras l'impression de perdre quelque chose. Et cette sensation de perte te rend vulnérable. C'est là qu'entre une loi simple, presque froide, mais qui protège les gens sérieux. Loi 3, ne finance jamais ton identité avec ton revenu. Ton identité, c'est ce que tu veux projeter, ce que tu veux prouver, ce que tu veux compenser, ce que tu veux réparer. Et si tu la finances avec ton revenu, tu seras condamné à rester dans la course, parce que ton identité demandera un entretien permanent. Tu le vois partout. Des gens qui gagnent mieux, mais vivent plus stressés qu'avant, parce que leur niveau de dépense a monté exactement au rythme de leurs revenus. Ils n'ont pas construit une vie, ils ont construit une obligation. Ils ont acheté de la stabilité émotionnelle en mensualité. Et tout ce qui se paye en mensualité peut être repris. La version moderne de l'esclavage n'a pas besoin de chaîne visible, elle a juste besoin de prélèvements automatiques. Je ne parle pas seulement de crédit, je parle de tout ce qui transforme ton futur en facture. Abonnement, habitudes de consommation, sorties obligatoires, standards sociaux, confort devenu indispensable. Rien de tout ça n'est mal, c'est juste dangereux si ça devient nécessaire, parce que le nécessaire te rend négociable. Et ton but ici, ce n'est pas d'être frugal, ton but c'est d'être impossible à presser. Tu peux te faire plaisir, mais tu ne dois pas te faire capturer. L'inflation silencieuse, c'est quand ton niveau de vie augmente plus vite que ta liberté. Tu achètes une meilleure vie, mais tu perds la capacité de dire non. Tu gagnes un confort, mais tu perds un levier. Et tu n'as pas besoin d'un effondrement pour le sentir. Il suffit d'un mois moins bon, d'une panne, d'un retard de paiement, d'un client qui annule. Ton système révèle sa fragilité et ton cerveau se met à courir. Ce que tu appelles stress, c'est souvent une structure trop tendue. Une structure où la moindre secousse te force à accepter ce que tu n'aurais pas accepté en temps normal. Exemple concret, une personne gagne 2500, vit comme si elle gagnait 3200 parce qu'elle veut profiter. Puis elle passe à 3200 et vit comme si elle gagnait 4000. Elle ne se sent jamais en avance, elle se sent toujours juste. Elle pense que le problème c'est qu'elle ne gagne pas assez. En réalité, le problème c'est qu'elle n'a pas de règle de plafond. Elle n'a pas une permission permanente. Et une permission permanente n'est pas une stratégie. L'indépendance financière ressemble souvent à quelque chose d'ennuyeux vu de l'extérieur. Des limites stables, un niveau de vie volontaire, des dépenses qui servent une trajectoire, pas une humeur. Tu te dis peut-être, oui mais je veux vivre maintenant, pas attendre une vie entière. Je n'ai jamais dit d'attendre une vie entière. J'ai dit de ne pas vendre ton futur pour un soulagement. Parce que la liberté n'est pas une destination lointaine, c'est une diminution progressive de l'obligation. Chaque mois où ton obligation baisse, ta liberté augmente. Et cette liberté, tu la sens immédiatement, même si personne ne la voit. Elle se sent quand tu dors mieux, quand tu refuses une mission toxique, quand tu n'es pas obligé de répondre à n'importe quel message, quand tu n'acceptes pas un compromis pour payer une facture. Elle se sent dans la posture, et cette posture vaut plus que l'image. Je te raconte une histoire sobre, qui ne fait pas rêver, mais qui est réelle. Un jeune que j'ai vu évoluer. Il gagne correctement, pas exceptionnel. Il est discret, pas flashy. Il a une règle, son niveau de vie n'augmente pas tant qu'il n'a pas sécurisé une année de marge. Pas une année de dépenses extravagantes, une année de stabilité. Pendant 2 ans, il refuse d'augmenter son style de vie comme ses amis. Il se moque un peu, il le trouve serré. Puis arrive une opportunité, un poste moins payé pendant 6 mois, mais qui lui ouvre un secteur plus rentable ensuite.
Ses amis ne peuvent pas. Ils ont des mensualités, des engagements, un rythme. Lui peut. Il prend. 6 mois plus tard, il est dans un autre monde. Et le plus intéressant, ça n'est pas le salaire, c'est la manière dont il parle. Il n'a plus d'urgence dans la voix. Tu pouvais le sentir avant même de connaître ses chiffres. Ce n'était pas un miracle, c'était une règle tenue longtemps sans applaudissements. Ça, c'est la vraie rareté. La capacité de tenir une règle quand personne ne te regarde. Maintenant, cette loi 3 ne suffit pas, parce que même si tu refuses de financer ton identité, il reste un autre piège, la peur de l'instabilité. Cette peur pousse les gens intelligents à chercher la sécurité dans des endroits où la sécurité est une illusion. Ils pensent qu'un CDI est une forteresse. Ils pensent qu'un client régulier est une garantie. Ils pensent qu'une seule source de revenus stable est un bouclier. En 2026, c'est souvent l'inverse. Une source unique, c'est un point unique de rupture. Et un point unique de rupture, c'est de la fragilité. C'est là que la deuxième loi de ce chapitre devient non négociable si tu veux être indépendant dans le réel, pas dans le fantasme. Loi 4, ton revenu doit survivre à ton absence. Tant que ton revenu dépend de toi au quotidien, tu n'as pas construit une liberté, tu as construit un emploi, même si tu l'appelles business. L'indépendance financière commence le jour où une partie de ton revenu est découplée de tes heures. Pas forcément entièrement, pas tout de suite, mais progressivement. Parce que le temps est la ressource qui ne se renégocie pas. Tu peux regagner de l'argent, tu ne regagnes pas un mois. Et si chaque euro dépend d'une heure, alors ta vie est une conversion permanente de temps en survie. Tu peux aimer ton travail, tu peux être passionné, tu peux te sentir utile. Tout ça peut être vrai, et pourtant tu restes dépendant si ton absence fait tomber le revenu à zéro. Tu dois construire une structure qui continue, même quand tu n'es pas là. Ça ne veut pas dire revenu passif au sens naïf, ça veut dire revenu qui repose sur un actif. Un actif, c'est quelque chose qui travaille une deuxième fois sans que tu le refasses intégralement. Une compétence très rare monétisable à tarif élevé peut être un actif. Un système de vente peut être un actif. Un contenu qui attire peut être un actif. Une audience peut être un actif. Un produit simple, un service packagé, une offre récurrente, un portefeuille, même petit, ce sont des actifs. Tant que tu n'as pas d'actifs, tu n'as que des efforts. Et l'effort seul s'épuise. Victoire. Ils prennent un client toxique. Ils acceptent des délais irréalistes. Ils sous-facturent pour sécuriser. Ils pensent qu'ils construisent. Ils colmatent. Et colmater n'a jamais construit une indépendance. Concrètement, cette loi 4 te force à regarder ton temps comme un investisseur, pas comme un salarié. Un investisseur se pose une question simple. Est-ce que cette heure va me rapporter une fois ou plusieurs fois? Si elle ne rapporte qu'une fois, elle peut être utile, mais elle ne construit pas la sortie. Si elle rapporte plusieurs fois, elle commence à créer l'effet que tu cherches, l'espace. Le piège, c'est que les heures qui rapportent plusieurs fois sont souvent moins gratifiantes au début. Elles n'apportent pas toujours un paiement immédiat. Elles exigent une forme de patience et parfois une solitude. Les gens pressés les évitent, et c'est pour ça qu'elles restent rares. Les actifs se construisent quand tu es capable de travailler sans récompense immédiate. Pas longtemps, pas en souffrant, mais régulièrement. Et là, tu vois pourquoi la marge du chapitre précédent est une fondation. Sans marge, tu ne peux pas construire d'actifs. Tu es condamné au court terme. Tu dois payer maintenant, donc tu travailles pour maintenant. Et tu restes dans la boucle. Je te raconte une deuxième histoire, très simple. Une femme, freelance, bonne, sérieuse, mais épuisée. Elle travaille beaucoup, elle gagne, mais tout dépend d'elle. Elle tombe malade une semaine, revenu zéro. Elle ne le supporte plus. Elle fait un choix, chaque semaine, elle bloque 2 heures pour construire quelque chose qui survivra à son absence. Au début, ça la stresse, parce que ces 2 heures ne rapportent rien. Elle a l'impression de perdre du temps. 3 mois plus tard, elle a packagé une offre récurrente. 6 mois plus tard, elle a un petit flux stable. 1 an plus tard, elle peut refuser des clients. Pas parce qu'elle est devenue riche, parce qu'elle a réduit le chantage de l'urgence. Son visage change, sa voix change, sa manière de décider change. Et c'est ça, l'indépendance. Un changement de posture, pas un chiffre Instagram. Peut-être que tu te demandes, je fais quoi exactement avec ça? Je ne vais pas te donner une liste, pas ici. Ce serait te rassurer, pas te structurer. Je veux juste que tu comprennes le principe. Ton indépendance se construit en 2 mouvements simultanés. Tu refuses l'inflation de ton identité et tu construis des actifs qui te débranchent progressivement de leur. Si tu ne fais qu'un des deux, tu restes fragile. Si tu refuses l'inflation mais que tu ne construis pas d'actifs, tu deviens sage mais pas libre. Si tu construis des actifs mais que tu gonfles ton niveau de vie dès que ça marche, tu te recaptures. L'indépendance n'est pas un sprint, c'est une discipline d'équilibre. Et il y a une vérité plus profonde, presque psychologique. Beaucoup n'échouent pas financièrement, ils échouent émotionnellement face à la lenteur. Ils veulent un signal rapide, ils veulent prouver, ils veulent être vus, ils veulent se sentir en sécurité tout de suite. Le monde adore cette impatience, il sait la monétiser. Il te vend des raccourcis, des promesses, des opportunités.
Et si tu n'as pas appris à tenir le long terme, tu paies. Pas toujours avec de l'argent, souvent avec du temps. Une question, et elle arrive quand le silence est utile, si personne ne pouvait voir ton niveau de vie, qu'est-ce que tu garderais et qu'est-ce que tu laisserais immédiatement? Garde cette question près de toi. Elle révèle ce qui est toi et ce qui est costume. Le chapitre pourrait se conclure, mais je ne veux pas te donner une sensation de faim. Je veux te laisser avec une tension calme. Tu vas être tenté, très vite, de récompenser ton progrès par une augmentation de ton niveau de confort. Et tu vas être tenté très vite de retarder la construction d'actifs parce que ça ne paie pas tout de suite. Ces deux tentations sont normales. Elles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont le test. Si tu veux un geste discret, fais-le sans en parler. Choisis une règle de plafond sur ton niveau de vie pour les 3 prochains mois et prends 1 heure par semaine, une seule, pour construire quelque chose qui peut survivre à ton absence. Ne cherche pas la perfection, cherche la répétition. Et observe ce qui change dans ton esprit quand tu tiens une règle que ton ancien toi n'aurait jamais tenue. Ce changement-là ne fait pas de bruit, mais il prépare la suite. Chapitre 3. Le tableau de bord que personne ne veut tenir. Tu peux lire tout ce que tu veux sur l'argent. Tu peux écouter des heures. Tu peux même être convaincu. Si tu n'as pas un tableau de bord, tu n'as rien. Pas parce que tu manques de volonté. Parce que sans tableau de bord, c'est ton humeur qui pilote. Et l'humeur ne construit jamais une indépendance. Elle construit des cycles. Un mois, tu es strict. Un mois, tu te relâches. Un mois, tu compenses. Un mois, tu te punis. Tu alternes entre contrôle et fuite. Tu appelles ça être humain. En réalité, c'est une absence de système. Et je ne te dis pas ça pour te juger. Je te le dis parce que la différence entre quelqu'un qui se libère et quelqu'un qui reste dépendant tient souvent à un rituel banal de 20 minutes par semaine, pas à un grand déclic. Loi 5. Ce qui n'est pas mesuré te dirige. Mesurer, ce n'est pas devenir obsédé. C'est arrêter de mentir à ton cerveau. Tant que tu ne sais pas exactement où part ton argent, tu ne peux pas prendre de décisions propres. Tu prends des décisions émotionnelles, déguisées en décisions rationnelles. Tu crois que tu gères, mais tu improvises. Et l'improvisation en finance te coûte cher, parce qu'elle arrive toujours au mauvais moment, quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu as besoin de te rassurer. Voilà l'application. Très concrète. Première étape, aujourd'hui ou cette semaine, pas plus tard, tu construis ton coût de stabilité réel. Pas celui que tu racontes, le réel. Tu prends tes 3 derniers mois, tu notes chaque dépense qui t'a maintenu stable. Stable, ça veut dire logement, nourriture, transport, santé, factures, obligations. Tu ne comptes pas ce qui sert à impressionner. Tu ne comptes pas ce qui est une récompense. Tu ne comptes pas ce qui est une fuite. Tu regardes froidement, tu fais une moyenne, tu obtiens un chiffre. Ce chiffre est le montant exact que ta liberté doit protéger. Tant que tu ne connais pas ce chiffre, tu es dans un brouillard, et le brouillard rend tout plus cher. Deuxième étape, tu crées une règle de lecture, simple, répétable. 1 fois par semaine, le même jour, idéalement quand ton esprit est encore propre, tu regardes 3 choses, pas 10. 1. Ton niveau de dépense de stabilité sur la semaine. 2. Ton niveau de réserve actuel. 3. L'argent que tu as mis en construction, même si c'est petit. Tu n'analyses pas tout. Tu ne fais pas de théâtre. Tu constates. Et si tu constates chaque semaine, tu n'as plus besoin de te motiver. Tu vois. Et quand tu vois, tu ajustes. La plupart des gens évitent ce rituel parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Ils préfèrent l'ignorance confortable. Mais l'ignorance en finance n'est pas neutre. Elle est punitive. Elle te force à payer en stress. Elle te force à payer en opportunités ratées. Elle te force à payer en dépendance. Troisième étape, tu réduis la complexité. Là, beaucoup se perdent. Ils veulent une méthode sophistiquée, des catégories infinies, des applis, des codes couleurs. C'est un piège d'intelligent. Tu n'as pas besoin de sophistication. Tu as besoin d'un système qui survit à tes mauvais jours. Si ton système ne fonctionne que quand tu es inspiré, il n'existe pas. Donc tu réduis à 3 zones et tu les rends visibles, même avec un simple document ou une note. Stabilité, réserve, construction. Chaque euro doit appartenir à une zone. Si 1 euro n'a pas de zone, c'est ton impulsion qui décide. Et ton impulsion n'a pas d'objectif, elle a une sensation. Maintenant, la question qui arrive quand le silence est utile, est-ce que tu veux contrôler ton argent ou est-ce que tu veux juste éviter de le regarder? Ne réponds pas. Observe ton comportement. Il te répond déjà. Loi 6. La discipline doit être automatique, sinon elle est fragile. C'est là que tu passes du « je devrais » au « c'est fait ». Tu ne construis pas l'indépendance en étant fort, tu la construis en étant organisé. Et l'organisation, c'est créer des mécanismes qui agissent à ta place quand ton mental baisse. Application directe. Tu automatises tes mouvements le jour où l'argent entre, pas après, pas quand tu y penses. Le jour où ton revenu tombe, tu déclenches 3 transferts, même petits.
Un vers la stabilité, si tu dois remplir le mois. Un vers la réserve, un vers la construction. La réserve, même si c'est 50. La construction, même si c'est 30. Ce n'est pas le montant qui compte au début, c'est la direction. Parce que la direction crée une identité et l'identité crée de la répétition. Si tu attends la fin du mois pour épargner, tu épargneras ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, c'est toujours ce que ton impulsion a bien voulu laisser. Tu renverses le système. Tu paies d'abord ta liberté, ensuite tu vis. La plupart font l'inverse et appellent ça normalité. La réserve, concrètement, n'est pas un concept vague. Tu définis une cible, pas un fantasme, une cible utilisable. 3 mois de stabilité d'abord, pas 6, pas 12 si ça te décourage. 3. Quand les 3 sont solides, tu passes à 6. Pourquoi ? Parce que 3 mois de stabilité changent déjà ton comportement. Tu arrêtes de céder au premier stress, tu négocies autrement, tu dors autrement. Tu n'es pas encore indépendant, mais tu es déjà moins pressable. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Réduire le chantage de l'urgence. Ensuite, la construction. Beaucoup sabotent ici. Ils se disent qu'ils construiront quand ils auront du temps. Le temps ne se donne pas, il se vole à ce qui ne sert pas ton futur. Donc tu fais un choix clair. Tu bloques un créneau fixe chaque semaine, pas négociable, même court. Et dans ce créneau, tu travailles sur une seule chose. Augmenter ta valeur monétisable ou créer un actif. Pas 10 projets, un seul. Si tu es salarié, augmenter ta valeur monétisable peut être une compétence rare qui te permet de négocier, de changer d'entreprise, de basculer en indépendant, de monter une activité parallèle, propre. Si tu es indépendant, augmenter ta valeur monétisable peut être une offre plus chère, plus simple, mieux cadrée, moins dépendante de ton temps brut. Dans tous les cas, l'objectif de la construction n'est pas faire plus, c'est faire mieux et de manière réutilisable. Voilà une méthode d'application, simple, sans mystique. Tu prends ton activité actuelle et tu poses 3 questions. Première, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me rapporte une fois? Deuxième, qu'est-ce que je peux faire qui me rapportera plusieurs fois? Troisième, qu'est-ce qui me coûte de l'énergie sans me rapprocher de la liberté? Cette troisième question est souvent la plus rentable, parce que tu n'as pas toujours besoin de gagner plus. Parfois, tu as besoin de saigner moins. Beaucoup perdent leur indépendance dans des fuites d'énergie, pas dans des fuites d'argent. Ils s'épuisent, donc ils compensent. Et la compensation coûte. Exemple concret d'augmentation de valeur monétisable. Tu factures du temps. Tu es payé à l'heure ou au projet. Tu te retrouves à courir. L'application ici, tu packages. Tu transformes une compétence en résultat livré avec un cadre clair. Tu réduis les allers-retours. Tu imposes des limites. Tu crées une offre qui ne dépend pas de ton humeur, mais d'un process. Plus ton process est clair, plus ton tarif monte et plus ton temps se libère. Et ce temps libéré te sert à créer un actif. Ce cercle est propre. L'inverse, c'est le cercle sale. Tu acceptes tout, tu t'épuises, tu dépenses pour te calmer, tu restes dépendant. Exemple concret d'actif. Tu sais quelque chose, tu as une compétence, tu la répètes, tu la refais pour chaque client. Tu peux créer un actif minimal, une ressource, un contenu, un template, une formation courte, un système interne, une page de vente simple, un guide réutilisable, une audience autour d'un thème précis. Ce n'est pas glamour, mais c'est cumulatif. Le but n'est pas de faire un gros coup, le but est de créer une petite machine qui continue quand tu coupes ton téléphone. Je vais être précis sur un point que les gens contournent. Si tu n'as pas un suivi hebdomadaire et des transferts automatiques, tout le reste est fragile. Tu peux avoir de bonnes intentions, tu peux être motivé. Le monde n'en a rien à faire. Il te testera sur une facture, une tentation, un moment de fatigue. Ton système doit survivre à ce test. Il y a un autre conseil d'application, plus subtil, mais décisif. Tu dois créer une règle de non-négociation face au statut. Une dépense statut doit demander une validation froide, pas émotionnelle. Tu attends 72 heures, tu la réévalues, tu te demandes si tu la ferais si personne ne le voyait. Tu te demandes si elle augmente ta liberté ou si elle augmente ton théâtre. Pas besoin d'être austère, juste lucide. Parce que beaucoup de jeunes ambitieux ne sont pas ruinés par des grandes erreurs, ils sont ruinés par des petits achats répétitifs qui entretiennent une identité anxieuse. Une question rare, et je la laisse volontairement ouverte. Qu'est-ce qui te coûte plus cher réellement? L'objet que tu achètes ou l'émotion que tu refuses de traverser sans acheter? Je ne vais pas conclure ce chapitre par une promesse. Je vais te laisser une tension calme, pratique. Si tu appliques ces 2 lois, pas parfaitement, mais réellement, tu vas vivre un phénomène étrange. Ton esprit va chercher à te saboter par la simplicité. Il va te dire que c'est trop basique, que tu as besoin de stratégies plus avancées, que tu es au-dessus de ça. Ce discours est un piège d'ego. L'indépendance n'appartient pas à ceux qui connaissent des concepts, elle appartient à ceux qui tiennent des mécanismes. Alors fais quelque chose de discret maintenant, sans l'annoncer. Fixe ton rendez-vous hebdomadaire de 20 minutes et programme tes transferts automatiques, même minuscules. Et observe ton cerveau cette semaine. Tu verras qu'il ne lutte pas contre l'argent, il lutte contre la perte de son ancien chaos. Et c'est normal, le chaos est familier. La structure, au début, ressemble à une contrainte, puis elle devient une respiration. Et ce changement, tu vas le sentir avant même de le voir sur un compte.
Chapitre 4. L'art de ne plus être pressé. Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de timing. Pas le timing du marché, le timing de ta vie. Tu prends trop de décisions dans des états où tu ne devrais jamais décider. Fatigue, peur, urgence, besoin de validation, colère froide, euphorie. Et ensuite, tu appelles ça la réalité. La réalité, c'est surtout ton système nerveux qui pilote parce que tu n'as pas encore construit une barrière entre l'événement et ta réaction. L'indépendance financière, en 2026, ne se joue pas seulement sur des revenus ou des actifs. Elle se joue sur ta capacité à ne pas être pressé. Parce que celui qui peut attendre négocie. Celui qui ne peut pas attendre subit. Et personne ne te dira ça clairement parce que c'est trop simple et trop violent. La majorité de tes erreurs d'argent viennent d'une seule source, la précipitation déguisée en nécessité. Loi 7. L'urgence est un impôt invisible. Chaque fois que tu fais quelque chose vite parce que tu te sens coincé, tu paies. Parfois tu paies en argent, parfois en conditions, parfois en réputation, parfois en paix mentale. Tu crois économiser du temps, mais tu achètes du regret. L'urgence est rentable pour le monde. Elle est rentable pour les vendeurs, pour les plateformes, pour les employeurs agressifs, pour les gens qui négocient mieux que toi. Elle te pousse à accepter un prix, un délai, un compromis, parce que ton cerveau veut une seule chose, arrêter de sentir la pression. C'est pour ça que tu dois apprendre à fabriquer de la lenteur. Pas de la lenteur molle, de la lenteur stratégique. Application directe. Tu dois créer ce que j'appelle une barrière de 24 heures. Une règle simple. Tout engagement qui t'enferme, toute décision qui te lie, toute dépense importante pour toi, toute signature, toute réponse émotionnelle passe par 24 heures de pause. Pas pour réfléchir éternellement, pour changer d'état. Parce que décider dans la pression, c'est décider dans la distorsion. En 24 heures, ton système nerveux redescend, ton ego se calme, ton cerveau redevient capable de voir les coups cachés. Tu ne peux pas éliminer l'urgence du monde, tu peux éliminer ta soumission à l'urgence. Tu vas dire, oui, mais parfois je dois répondre vite. Bien sûr. Alors tu distingues deux catégories. Décision réversible et décision irréversible. Les réversibles peuvent être rapides, les irréversibles doivent être lentes. Et la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils procrastinent sur les décisions réversibles et ils se précipitent sur les décisions irréversibles. Ils pensent qu'ils manquent de discipline. En réalité, ils manquent de règles. Je te donne une grille d'application très simple, utilisable dès cette semaine. Une décision est irréversible si elle te coûte plus de 3 choses parmi ces 5. Argent, temps, énergie, réputation, liberté. Si elle te coûte 3 de ces 5, elle passe automatiquement dans la catégorie lente. Tu n'as plus besoin de sentir, tu as une règle, et une règle te protège de toi-même. Histoire sobre. Un jeune ambitieux veut se lancer. Il voit une formation chère. Le vendeur lui met une pression. Promo, dernière place. Si tu rates maintenant, tu rates ta vie. Il sent l'urgence monter. Il a peur d'être en retard. Il achète. 2 semaines plus tard, il ne suit pas. Pas parce qu'il est nul, parce qu'il a acheté sous pression, pas par alignement. Il a payé pour éteindre une émotion, pas pour construire un actif. L'urgence lui a fait croire qu'il investissait. En réalité, il s'est soulagé. Et le soulagement est cher. Tu dois pouvoir survivre à ton pire mois. Tant que ton pire mois te détruit, tu n'as pas une trajectoire, tu as une fragilité. Et cette fragilité se voit dans tes choix. Ceux qui sont fragiles disent oui trop vite. Ils se justifient trop. Ils promettent trop. Ils travaillent trop. Ils se brûlent et ensuite ils s'écroulent et ils recommencent. L'indépendance, c'est casser ce cycle. Donc, tu dois te préparer non pas à ton mois moyen, mais à ton pire mois. Application directe. Tu crées ton scénario noir. Pas dramatique, réaliste. Un mois où un client saute, où une facture tombe, où tu as moins d'énergie, où tu dois ralentir. Tu le poses sur papier, tu estimes tes dépenses de stabilité, tu regardes ta réserve. Tu vois combien de semaines tu tiens sans vendre ton âme. Et ensuite, tu prends une décision froide, ton système doit tenir au moins 8 semaines sans panique. Pas pour être safe, pour être non pressable. 8 semaines, c'est le seuil où tu commences à négocier différemment. Tu n'as pas besoin d'1 an au début, tu as besoin d'assez pour ne pas être manipulé. Si tu n'es pas encore à 8 semaines, tu ne te punis pas, tu construis. Tu réduis ton coût de stabilité, tu automatises, tu fais monter ton taux de construction. Mais tu ne fais plus semblant. Et surtout, tu arrêtes un comportement qui détruit les ambitieux, masquer la fragilité par l'activité. Les gens fragiles s'agitent, ils répondent vite, ils multiplient les projets, ils veulent prouver. L'agitation leur donne l'impression de contrôle. En réalité, c'est une fuite. Application concrète, tu vas mesurer une variable que presque personne ne mesure, mais qui prédit ton indépendance. Le taux de liberté. Il se calcule simplement, réserve totale divisée par ton coût de stabilité mensuel.
Si tu as 3000 de réserve et que ta stabilité coûte 1500, ton taux de liberté est 2 mois. Ce chiffre devient ton compteur. Tu le regardes chaque semaine, tu ne regardes pas seulement ton solde, tu regardes ton taux, parce que le taux t'indique ton pouvoir réel. Maintenant, tu vas ajouter une règle qui change ton comportement. Tant que ton taux de liberté n'a pas augmenté ce mois-ci, tu n'augmentes pas ton niveau de vie. Jamais. Tu peux te faire plaisir dans ton budget de stabilité, mais tu ne crées pas de nouveaux engagements. Pourquoi ? Parce que le piège de l'inflation silencieuse, c'est d'augmenter ton confort avant d'augmenter ton pouvoir. Je vais te donner un conseil d'application sur les revenus parce que beaucoup se trompent de bataille. Ils pensent qu'il faut gagner plus. Oui, mais pas n'importe comment. Si tu gagnes plus en augmentant ta charge mentale, tes obligations, tes deadlines, et au final, tu seras encore plus pressable. Donc, tu dois choisir un type de revenu qui augmente ta marge, pas ton stress. Chapitre 5. L'argent suit l'attention. Tu peux avoir une bonne stratégie, un bon revenu, même une réserve correcte, et pourtant rester coincé. Pas parce que tu es incapable, parce que ton attention fuit. Elle fuit vers des urgences inutiles, des distractions faciles, des micro-dramas, des détails qui donnent l'illusion d'être occupé. En 2026, la plupart des gens ne sont pas ruinés par un manque de talent, ils sont ruinés par une dispersion permanente. Leur argent suit leur dispersion, leur temps suit leur dispersion, leur énergie suit leur dispersion, et leur vie devient une série de journées pleines qui ne construisent rien. Tu connais déjà cette sensation, tu finis une semaine épuisée, mais quand tu regardes ce que tu as vraiment construit, il n'y a pas grand-chose de solide. Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de direction de l'attention. Les gens croient que l'indépendance financière se joue sur des choix intelligents d'investissement. C'est souvent plus basique. Elle se joue sur ta capacité à protéger la partie de toi qui construit. Sans protection, tu passes ta vie à répondre au monde. Avec protection, tu commences à créer ton monde. Loi 9. Si tu ne protèges pas ton temps de construction, tu financeras toujours le présent. La construction, c'est le temps où tu fais quelque chose qui te libère plus tard. Un actif, une compétence rare, un système, un réseau, une offre plus propre, un portefeuille, une audience, peu importe la forme. Si tu n'as pas de temps protégé pour ça, tu restes dépendant de ton temps immédiat. Et c'est là que tout le monde se ment. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. En réalité, ils n'ont pas de frontières. Ils ont un temps ouvert, perméable, disponible à tout. Et un temps perméable se fait dévorer. Les demandes entrent, les notifications entrent, les envies entrent, les problèmes des autres entrent. Puis, tu arrives le soir vidé et tu te dis que tu construiras demain. Tu ne construis pas demain, tu recommences à subir. Le lendemain, c'est la même chose avec une variation de décor. Application directe. Tu vas créer une chose très simple, un bloc de construction non négociable. Pas quand tu peux, un rendez-vous fixe, récurrent, court si nécessaire, mais sacré. 2 heures par semaine au début, c'est déjà énorme si tu les tiens vraiment. Ce bloc ne sert pas à travailler plus, il sert à produire un gain futur. Donc, il a une règle. Pendant ce bloc, tu ne fais rien qui ne crée pas d'effet cumulatif. Tu ne réponds pas, tu n'optimises pas des détails, tu ne réagis pas à des urgences qui existent seulement parce que quelqu'un d'autre n'a pas anticipé. Tu construis. Et pour que ça fonctionne même quand tu es fatigué, tu dois retirer la décision. Tu fixes le créneau à l'avance, tu le mets dans ton agenda. Tu prépares ce que tu feras dedans avant même d'y être. Sinon, ton cerveau trouvera une excuse élégante. Il est très fort pour ça. Ensuite, tu as besoin d'un filtre, parce que ton bloc de construction ne tient pas si tu continues à accepter tout. Donc, tu poses une règle d'entrée. Chaque nouvelle demande, chaque nouveau projet, chaque nouvelle opportunité doit passer par 2 questions, froides. Est-ce que ça augmente mon taux de liberté? Est-ce que ça augmente ma capacité à construire des actifs? Si la réponse est non aux 2, ce n'est pas une opportunité, c'est du bruit rémunéré. Et le bruit rémunéré est souvent le plus dangereux, parce qu'il te donne l'impression de progresser pendant qu'il te vole le temps de vraie progression. Je te donne un exemple concret. Un freelance accepte des petits contrats rapides, faciles, payés correctement. Ça lui donne un flux. Il se sent en sécurité. En réalité, il devient prisonnier de sa disponibilité. Il n'a plus le temps d'augmenter son tarif, plus le temps de packager, plus le temps de créer un produit, plus le temps de chercher de meilleurs clients. Il a un revenu, mais aucune trajectoire. Puis, un mois, un client important s'en va. Il panique, il prend encore plus de petits contrats. Il s'épuise, il s'irrite, il compense. Son niveau de vie reste stable, mais sa liberté recule. Tout ça à cause d'une seule chose, absence de temps protégé pour la construction. Application pratique encore plus précise. Tu vas choisir un seul chantier de construction pour les 30 prochains jours. Un seul. Pas 3, pas 10. 1. Si tu choisis plusieurs chantiers, tu vas les commencer, t'exciter, puis les abandonner quand la vie te mord. Un chantier, c'est une ligne claire.
Exemple de chantier possible, packager te m'offre en un résultat clair, construire une compétence vendable plus chère, mettre en place une page ou un process de vente, créer un premier actif de contenu qui attire, construire ton système de suivi financier, structurer une offre récurrente, automatiser une partie de ton activité. Un seul. Et ton bloc de construction sert uniquement à ça pendant 30 jours. Ce n'est pas sexy, c'est efficace. Maintenant, tu vas rencontrer une résistance interne. Tu vas te sentir lent. Et ton cerveau va détester ça. Il préfère l'activité visible, même stérile. Il préfère répondre, envoyer, régler, réagir, parce que ça donne un shoot immédiat de contrôle. La construction, elle, est silencieuse. Elle ne donne pas toujours un résultat instantané. Et pourtant, c'est elle qui change ton statut dans le monde. Pas le statut social, le statut stratégique. Celui de quelqu'un qui n'est pas remplaçable parce qu'il possède un système. Loi 10. Ne multiplie pas tes sources de revenus avant d'avoir stabilisé ta machine principale. Beaucoup entendent diversification et ils partent dans toutes les directions. Ils lancent une micro-activité, puis une autre, et ils appellent ça être intelligent. Souvent, c'est une manière de fuir l'essentiel, rendre une seule machine solide, rentable et répétable. Une machine principale, c'est ton meilleur levier actuel. Ça peut être ton métier, ton business, ton activité de service, ton commerce, ton contenu. Tant que cette machine est instable, ajouter des sources de revenus, ce n'est pas diversifier, c'est fragmenter. Et la fragmentation te rend faible, parce que chaque source demande de l'attention, de l'énergie, de la maintenance. Tu te retrouves à nourrir 10 plantes qui meurent toutes, au lieu d'en faire grandir une vraiment. Application directe. Tu vas définir ta machine principale par 3 critères. Elle te rapporte le plus, elle a le meilleur potentiel de hausse, elle est compatible avec la construction d'actifs. Si une source te rapporte un peu, mais te détruit le temps, elle n'est pas une machine, c'est un siphon. Si une source te rapporte beaucoup, mais ne peut jamais être systématisée, elle peut servir temporairement, mais tu dois la traiter comme une étape, pas comme un destin. Une fois que tu as identifié la machine principale, tu poses un objectif de stabilisation. Rendre son revenu prévisible et ses opérations répétables. Ça veut dire moins de chaos, plus de process, plus de clarté dans l'offre, plus de règles sur qui tu acceptes, sur comment tu travailles, sur comment tu factures, sur comment tu limites l'intrusion. Ce travail de stabilisation est ce que la plupart évitent, parce qu'il ressemble à de l'ennui. Mais l'ennui ici est un signe de puissance. Ça veut dire que tu sors de l'improvisation. Je te donne une méthode d'application simple en 3 mouvements, utilisable dès cette semaine. 1. Tu écris les 3 activités qui te prennent le plus de temps dans ta machine actuelle. 2. Tu identifies celles qui ne devraient pas te prendre autant de temps, celles que tu refais à chaque fois. 3. Tu crées un modèle, un template, une procédure, une checklist, un message standard, un document de cadrage, quelque chose qui réduit la répétition. Ce n'est pas de la productivité, c'est de la libération. Chaque minute que tu récupères dans ta machine principale peut être réinvestie en construction. Et c'est comme ça qu'on sort, non pas en travaillant plus, mais en travaillant de manière qui libère du temps. Exemple concret. Un salarié ambitieux veut diversifier en lançant 3 side projects. Résultat, il dort mal, il est dispersé, il commence à mal performer au travail, il perd son bonus, il perd de l'énergie, il devient nerveux. Il appelle ça être entrepreneur. En réalité, il a cassé sa machine principale, son revenu stable, et il a ajouté de la fragilité. L'application intelligente aurait été différente. Stabiliser sa machine principale en augmentant sa valeur monétisable, négocier, monter en compétences rares, puis utiliser un bloc de construction pour bâtir un seul actif parallèle, pas 3. 1. Autre exemple, relationnel cette fois. Tu commences à gagner plus. Ton entourage remarque, on te sollicite davantage, on t'invite, on te demande, on te propose, parfois on t'aspire. Si tu n'as pas de frontières, tu vas vouloir maintenir la paix. Tu dis oui, tu paies, tu donnes, tu te montres disponible, et tu appelles ça être généreux. Mais si cette générosité te coûte ton bloc de construction, tu n'es pas généreux, tu es perméable. Tu échanges ta trajectoire contre l'approbation. Et tu le feras sans même t'en rendre compte, parce que tu ne veux pas être celui qui refuse. L'indépendance financière demande un courage social discret. Accepter de déplaire un peu pour ne pas te trahir beaucoup. Application, tu définis une règle de disponibilité. Par exemple, 2 soirs par semaine maximum pour le social et le reste protégé. Tu ne justifies pas, tu ne fais pas de discours, tu appliques. Les gens s'habituent. Ceux qui ne s'habituent pas t'apprennent quelque chose sur leur place réelle dans ta vie. Maintenant, on parle argent directement, pas seulement temps. Ton attention financière a besoin d'un protocole, sinon elle se transforme en anxiété. Trop de gens regardent leur compte quand ils ont peur, pas quand ils doivent piloter. Ils ouvrent leur banque comme on ouvre une plaie. Ils cherchent un chiffre qui va les calmer, puis ils le ferment. Ça ne construit rien. Application, tu crées un rendez-vous financier de 15 minutes, fixe, hebdomadaire, où tu ne fais que 3 actions. 1. Vérifier ton taux de liberté. 2. Vérifier que tes transferts automatiques ont bien eu lieu. 3. Décider une seule action de correction, pas 10.
Une dépense à couper, un tarif à ajuster, un message à envoyer, un process à mettre en place, un client à recadrer. Ce rendez-vous doit être neutre, pas émotionnel. C'est un tableau de bord, pas un jugement. Je te préviens d'un piège. Quand tu commences à reprendre le contrôle, tu vas vouloir accélérer. Tu vas vouloir ajouter des sources de revenus, ajouter des projets, ajouter des investissements. C'est normal. Ton cerveau confond vitesse et progrès. C'est là que la loi 10 te protège. Stabilise d'abord. Rends ta machine principale robuste. Puis seulement ensuite, tu ajoutes une deuxième source, mais avec une règle stricte. Elle ne doit pas cannibaliser ton bloc de construction et elle doit être compatible avec l'effet cumulatif. Sinon, tu t'éparpilles. Une question rare, et je ne vais pas la rendre confortable. Combien de tes opportunités sont en réalité des fuites déguisées, des manières d'éviter de rendre ta machine actuelle plus propre, plus chère, plus stable? Je reviens à un point que tu dois entendre clairement. L'argent suit l'attention. Si ton attention est sur l'image, ton argent partira dans l'image. Si ton attention est sur le confort immédiat, ton argent partira dans le confort immédiat. Si ton attention est sur la construction, ton argent ira vers la construction. Et ta vie suivra. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Les gens disent qu'ils veulent la liberté, mais leur journée montre autre chose. Ils veulent surtout éviter l'inconfort de construire. Construire demande de rester seul avec son esprit, de traverser des moments où rien ne répond, où personne n'applaudit, où tu n'as pas de feedback instantané. C'est pour ça que c'est rare, et c'est pour ça que ça marche. Tu veux du concret? Alors je te donne un protocole simple sur 14 jours, sans révolution. Jour 1, tu bloques ton créneau de construction pour les 2 prochaines semaines, 2 fois 1 heure minimum. Tu le mets dans l'agenda. Jour 2, tu choisis ton chantier unique pour 30 jours. Jour 3, tu écris ton filtre de demande en 2 questions et tu le gardes visible. Jour 4, tu identifies la tâche répétitive qui te vole le plus et tu crées un template. Jour 5, tu refuses une demande qui ne passe pas ton filtre sans justification. Jour 6, tu appliques ton rendez-vous financier de 15 minutes. Jour 7, tu fais ton premier bloc de construction, même imparfait. Puis tu répètes. Le protocole n'a rien de spectaculaire, il est précisément construit pour survivre à ton humeur. Je pourrais conclure en disant que tout cela te rendra libre, ce serait trop facile. La vérité est plus précise, ça te rend moins manipulable, moins dispersé, plus stable, et donc plus dangereux pour tout ce qui vit de ton chaos. Et tu le sentiras. Les premiers signes ne seront pas des chiffres énormes, ce sera autre chose. Tu répondras moins vite, tu achèteras moins sous impulsion, tu accepteras moins de demandes, tu auras moins de besoin d'expliquer, tu auras plus de silence. Et dans ce silence, tu verras clairement ce que tu construis et ce que tu sacrifies. Je m'arrête sans conclure parce que la prochaine étape n'est pas une idée, c'est un choix quotidien. Est-ce que ton attention appartient au monde ou est-ce qu'elle t'appartient à toi? Si tu veux une action discrète, fais-la aujourd'hui, sans en parler. Choisis ton chantier unique et protège ton premier bloc de construction comme si quelqu'un essayait de te le voler. Parce que c'est exactement ce qui va se passer sous des formes polies, légales et bien souvent même bien intentionnées. Et c'est là que l'indépendance devient réelle. Chapitre 6. La stratégie des 3 comptes. Il y a un moment où tu comprends quelque chose de gênant. Ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu te donnes trop de liberté au mauvais endroit. Tu laisses ton argent dans un seul flux, un seul pot, une seule masse. Et cette masse devient un terrain de jeu pour ton humeur. Quand tu es calme, tu gères. Quand tu es fatigué, tu compenses. Quand tu es stressé, tu te récompenses. Quand tu es frustré, tu dépenses pour reprendre un contrôle symbolique. Ce n'est pas un défaut moral, c'est une architecture bancale. Et si tu veux l'indépendance, tu dois commencer par un principe froid. Ton argent doit être structuré pour te protéger de toi-même. Loi 11. Si ton argent est au même endroit, il finira au même endroit. Tout ce qui est mélangé se dilue. Tout ce qui est dilué se dépense. Le cerveau humain n'aime pas les frontières floues, il les franchit. Et quand tu as un seul compte pour tout, tu n'as pas de frontières. Tu as juste une illusion de contrôle. Tu regardes un solde, tu te sens riche ou pauvre selon le jour, et tu prends des décisions sur une sensation, pas sur une stratégie. L'application ici est claire, et elle est faisable même si tu n'as pas beaucoup. Tu mets en place 3 comptes, pas forcément 3 banques, 3 compartiments réels, stabilité, réserve, construction. Le but n'est pas esthétique, le but est psychologique. Quand tes compartiments sont séparés, ton cerveau comprend que tout n'a pas le même rôle, et tu arrêtes d'utiliser l'argent de demain pour calmer l'émotion d'aujourd'hui. Concrètement, compte 1, stabilité. Celui-ci sert à payer la vie. Ce compte est boring. Il doit être prévisible. Il reçoit ce dont tu as besoin pour tes dépenses de stabilité. Tu n'y laisses pas tout. Tu y laisses ce qui sert à vivre. Et tu y mets des règles comme si tu étais ton propre directeur financier. Compte 2, réserve. Celui-ci ne sert à rien. Et c'est ça son rôle. La réserve n'est pas là pour te faire plaisir. Elle est là pour te rendre non pressable. C'est ton bouclier. Tu n'y touches pas sauf pour des événements définis à l'avance. Pas « j'en ai envie », pas « je l'ai mérité ».
Ce compte doit rester calme. Si tu le touches pour des émotions, tu détruis exactement ce qu'il est censé protéger. Compte 3. Construction. Celui-ci sert à financer ce qui augmente ton taux de liberté. Compétences rares, outils nécessaires, actifs, marketing propre, système, investissement. C'est l'argent qui sert à sortir de la boucle. Et tu dois le traiter comme un budget de guerre, pas comme une cagnotte de plaisir. Tu veux des conseils d'application réels? Voilà le protocole simple, sans théorie. Étape 1, tu définis des pourcentages, pas des montants, parce que les montants changent. Les pourcentages créent une discipline stable. Exemple de base, adaptable, 70% vers stabilité, 20% vers réserve, 10% vers construction. Si tu es serré, tu peux faire 80-15-5, si tu es plus à l'aise, 60-25-15. Peu importe le chiffre exact au début. Ce qui compte, c'est que chaque euro qui entre soit immédiatement assigné. Pas à la fin du mois, à l'entrée. Étape 2, tu automatises. Si ce n'est pas automatique, tu vas négocier avec toi-même, et tu perdras. Pas parce que tu es faible, parce que ton cerveau est un avocat brillant quand il veut une gratification. Donc tu règles des virements automatiques dès que ton revenu arrive. Si tu es indépendant et irrégulier, tu le fais à chaque encaissement important, manuellement, mais dans les 5 minutes. Pas le soir, pas demain, 5 minutes. Le but, c'est d'éviter l'espace où l'émotion peut influencer. Étape 3, tu installes une règle de retrait pour la réserve. Tu écris noir sur blanc, je retire de la réserve uniquement pour santé, urgence réelle, perte de revenus, réparation nécessaire, opportunité rare qui augmente mon taux de liberté. Et tu ajoutes une clause, jamais pour du confort, jamais pour du statut, jamais pour de la compensation émotionnelle. Cette règle est simple, mais elle change ton cerveau, parce qu'elle te force à traverser l'inconfort au lieu de l'acheter. Et traverser l'inconfort, c'est une compétence financière cachée. L'argent dépensé pour calmer une émotion revient toujours plus cher. Les gens pensent que le problème, c'est la dépense. Non, le problème, c'est la fonction de la dépense. Si tu dépenses pour célébrer une victoire réelle, c'est souvent sain. Si tu dépenses pour anesthésier une tension, c'est un puits. Tu peux gagner plus et continuer à te vider si tu utilises l'argent comme médicament. Application immédiate. Tu crées une liste de tes déclencheurs. 3 maximum, pas 10. Les déclencheurs les plus fréquents, fatigue, frustration, solitude, stress, ennui, besoin de prouver. Tu choisis les tiens. Ensuite, tu construis une réponse alternative, gratuite ou très peu coûteuse, spécifique. Exemple, quand je suis frustré, je marche 20 minutes avant toute dépense. Quand je suis fatigué, je ne prends aucune décision d'achat au-dessus de X euros. Quand je me sens en retard, je n'achète rien pour me rattraper. Tu remplaces l'achat par un acte qui baisse la tension. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est de casser l'association émotion égale dépense. Une histoire sobre. Un type gagne bien, pas riche, mais confortable. Il n'a jamais de réserve, jamais. Il dit que c'est la vie, que tout est cher, que ça ira mieux quand il gagnera plus. En réalité, chaque fois qu'il a une semaine dure, il se récompense. Il achète de la nourriture chère, des gadgets, il sort. Il appelle ça vivre. C'est surtout se calmer. Il ne fait pas ça par plaisir conscient. Il le fait parce que son système nerveux a appris que l'argent pouvait acheter une baisse de tension. Et quand tu utilises l'argent comme calmant, tu deviens dépendant. Pas au luxe, à la baisse de tension. Un jour, il se retrouve avec un imprévu. Il n'a rien. Il prend un crédit, puis il travaille plus, puis il est plus stressé, puis il compense plus. C'est un cercle. Et le cercle ne se casse pas avec un salaire. Il se casse avec une structure. Maintenant, tu vas vouloir me dire, ok, mais si je mets tout ça en place, je vais me sentir limité. Oui, au début, parce que tu confonds liberté et accès immédiat. L'accès immédiat, c'est la liberté du consommateur. L'indépendance, c'est la liberté du décideur. Tu dois choisir quel type de liberté tu veux. Et je ne te dirai pas quoi choisir, je te dirai juste ce que ça coûte. Conseil d'application supplémentaire, très concret. Premier conseil, garde le compte stabilité pauvre. Pas réellement pauvre, simplement tu évites d'y laisser une grosse somme. Parce qu'une grosse somme sur le compte quotidien donne une impression de marge, et l'impression de marge déclenche des petits achats. Ces petits achats sont invisibles un par un, mais ils mangent la réserve. Donc tu remplis la stabilité au bon niveau, tu laisses peu de surplus. Le surplus va à la réserve ou à la construction. Deuxième conseil, crée un compte plaisir contrôlé si tu veux, mais seulement si ta réserve monte. C'est une récompense sous condition. Exemple, si mon taux de liberté augmente ce mois-ci, alors je m'autorise X euros de plaisir. Si mon taux stagne ou baisse, aucun plaisir financé. Pas parce que tu te punis, parce que tu refuses de transformer le plaisir en sabotage. Troisième conseil, mets une friction volontaire sur les dépenses impulsives. Change ta carte de paiement de certaines applis, supprime les paiements en un clic, ajoute un mot de passe long. Ça paraît l'enfantin, mais ça marche. Le but est simple, faire perdre l'élan à l'impulsion. Une impulsion vit quelques minutes. Si tu la ralentis, tu gagnes. Quatrième conseil, pour la construction, impose-toi un critère.
Chaque dépense construction doit soit augmenter ton revenu futur, soit réduire ton temps nécessaire, soit réduire ton risque. Sinon, ce n'est pas une dépense construction, c'est une dépense déguisée. Je vais te donner une mini checklist de décisions à utiliser avant toute dépense de plus de X euros. X étant un montant qui te fait légèrement hésiter. La checklist tient en 4 phrases. Est-ce que ça augmente mon taux de liberté? Est-ce que ça diminue ma dépendance? Est-ce que je le ferais si personne ne le voyait? Est-ce que je suis dans un état stable pour décider? Si tu réponds non à la dernière question, tu attends 24 heures. C'est tout. Une question rare et je vais la laisser respirer. Est-ce que tu utilises ton argent pour construire ta vie ou pour réguler ton esprit? Je termine sans conclure, mais je veux te donner une action simple, immédiate, presque embarrassante tellement elle est basique. Ouvre 3 compartiments. Même si tu ne mets que 10 euros dedans, mets-les en place. Programme les transferts et pendant 30 jours, tu refuses de toucher la réserve pour un besoin émotionnel. Pas pour être dur, pour voir quelque chose. Tu vas découvrir que beaucoup de tes envies ne sont pas des envies. Ce sont des tensions. Et quand tu arrêtes de payer tes tensions, tu récupères une forme de calme qui ressemble déjà à la liberté. La suite, ce sera autre chose. Comment faire grossir ce compte construction, sans te raconter d'histoire. Pas avec de l'excitation, avec de la précision.